Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'or. Alors j'avais fait une vidéo l'année dernière, pas exactement sur l'or, mais je crois que c'est l'épisode 88 si ma mémoire est bonne, où je parlais de ça, entre autres actifs, euh, avec le dollar, la bourse, les obligations, etc. Bon, là je vais spécifiquement parler de l'or, parce que d'abord il y a plusieurs événements qui se sont déroulés ces derniers temps qui m'incitent à en parler. Alors évidemment, c'est pas une recommandation d'achat, de vente ou quoi que ce soit. C'est juste pour expliquer ce qui se passe. Alors, on voit une variation des prix de l'or depuis depuis le déclenchement de la guerre en Iran. Plus précisément, une forte baisse, alors qu'on avait connu une hausse historique depuis plusieurs années, notamment principalement depuis 2023. Alors pourquoi? Que se passe-t-il? Premier événement, la hausse des taux et des rendements réels. Alors la Fed a décidé de ne pas baisser ses taux directeurs en 2026, à tout le moins peut-être une fois ou deux, pas plus. Mais ça reste à voir. Et aussi parce que les rendements des obligations d'État remontent autour de 4,2, 4,4%. Donc on était tombé aux alentours de 3, 3,5, et là ça remonte. Donc plus les taux réels montent, plus le coût d'opportunité de détenir un actif sans coupon comme l'or ne rapporte rien, augmente. D'où des sorties de parties en or vers les obligations. Qu'est-ce qu'un coût d'opportunité? Je le rappelle, c'est un manque à gagner causé par la renonciation à une possibilité d'investissement considérée comme la meilleure, ou on peut le dire autrement, une privation de rémunération qu'entraîne le fait de ne pas placer une somme déterminée sur un support précis. Alors la deuxième cause, c'est le renforcement du dollar. Le dollar s'est raffermi avec la perspective de taux américains durablement élevés. Durablement, je ne suis pas sûr, mais bon, admettons. Et les tensions géopolitiques, ce qui rend l'or plus cher parce qu'il est coté en dollars, pour les acheteurs en devises autres que le dollar. Historiquement, un dollar fort pèse sur l'or. C'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Autre hypothèse, qui à mon avis est aussi crédible, l'achat de dollars par des opérateurs, pour expliquer le renforcement du dollar, l'achat de dollars par des opérateurs soit sous forme d'obligations américaines, j'en ai parlé avant, les obligations du Trésor, soit sous forme de réserve de change, alors on peut penser à des banques centrales, ou pour des spéculateurs de haut niveau, des positions sur le Forex. Le Forex, c'est le marché des devises, en spéculant sur une hausse durable du dollar. Bon, ça on verra si c'est le cas, mais c'est possible que ça aille dans le sens d'un renforcement du dollar. Troisième cause, prise de bénéfices et débouclage de positions spéculatives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'or a connu un bull market extrême en 2025 avec des records de hausse, des performances, etc. On a enregistré une hausse sur 2025 d'à peu près 60% sur l'or. C'est énorme. Je crois que c'est l'un des actifs les plus performants depuis pas mal. Alors hormis évidemment le Bitcoin, avec des volatilités monstrueuses sur le Bitcoin, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous dire que l'or a performé pratiquement comme une crypto, pratiquement je dirais. Beaucoup de fonds spéculatifs ont déclenché des ordres de vente automatiques, parce que c'est les ordinateurs, c'est quantitatif, c'est les quants on appelle ça, c'est-à-dire c'est des fonds d'investissement qui utilisent des ordinateurs avec des algorithmes et qui achètent et vendent en fonction des variations des prix sur quelques minutes ou quelques heures, en fonction de l'algorithme utilisé. Donc si par exemple le prix touche un certain niveau, ça déclenche soit un achat, soit une vente. Tout dépend de la position de départ. Et puis il y a d'autres aspects un petit peu plus techniques, comme le débouclage de ce qu'on appelle les trade momentum, ou alors des margin calls, appel de marge. Margin call, c'est un film connu qui parle de ça, notamment en 2008-2009, pendant la crise des subprimes.
Bon, il y a aussi une spéculation hors papier, parce que l'or, la plupart des spéculations que nous faisons sur le marché, je ne parle pas des banques centrales qui achètent de l'or, j'en parlerai plus tard d'ailleurs, mais je parle des gens, je sais pas, les particuliers ou même les fonds d'investissement. On manipule pas des tonnes d'or ou des kilos d'or parce que c'est pas faisable. Mais par contre, on peut manipuler ce qu'on appelle de l'or papier, c'est-à-dire de l'or qui est dématérialisé pour être placé par exemple dans un fonds commun de placement, un mutual fund ou un ETF. Bon, ça se fait couramment maintenant et c'est beaucoup plus simple à acheter, à vendre sans avoir à déplacer quoi que ce soit. Voilà. Donc ça c'est un petit peu plus facile. Donc on peut faire des effets de levier, on peut acheter à crédit de l'or, ou alors on peut utiliser l'or comme fonds de portefeuille pour spéculer sur des actions, des obligations ou d'autres actifs. Les contrats à terme, ce que j'ai appelé les futurs pour le pétrole par exemple, ou d'autres matières premières. Et donc si on achète à crédit un actif et qu'on a de l'or, on peut utiliser l'or comme garantie. Et si la garantie n'est pas suffisante, on doit vendre l'or pour combler sa position si notre position, notre achat à crédit, la valeur de notre achat à crédit a baissé. Par exemple, pour être très simple, j'achète à crédit 10 000 actions totales, d'accord ? Je les ai pas achetées cash, je les ai achetées à crédit. Donc je n'ai pas déboursé un seul centime, mais j'ai donné en garantie mon portefeuille qui inclut notamment de l'or. Bon, je les ai achetées à 10 et elles sont à 5. Donc tant que ça montait, on m'embêtait pas puisque je gagnais de l'argent potentiellement. Si je devais revendre, je pouvais rembourser mon crédit et encaisser une plus-value. Mais si ça baisse, je ne peux plus rembourser mon crédit avec la vente de mes actions totales. Donc je suis obligé d'aller plonger dans mon portefeuille d'or par exemple. Donc je suis obligé de vendre l'or pour maintenir ma position ou alors pour la liquider. Parce que si je vends mes 10 000 actions à 5, je vais avoir un déficit de 5 par action. Ça fait 50 000. Et d'où je vais trouver les 50 000 ? Eh ben, dans mon portefeuille d'or par exemple. Donc ça entraîne des ventes. Voilà, je suis désolé, je suis un peu technique, mais c'est pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la quatrième raison, c'est le contexte géopolitique paradoxal. La guerre en Iran et le choc pétrolier qui en découle ont d'abord soutenu l'or, mais la flambée du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes. Au lieu de rechercher la sécurité vers l'or, ce qui est naturel en cas de crise, les investisseurs se sont portés sur le cash et les obligations du Trésor américain. L'or a temporairement perdu son rôle de refuge dans le très court terme. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que les gens ont réagi. Les analyses de marché indiquent qu'il s'agit d'une correction technique dans un marché structurellement haussier depuis 2023. J'en ai parlé avant. Mais l'or reste un actif de réserve sur le long terme, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça fait toujours partie normalement des fonds de portefeuille d'investisseurs prudents, on va dire ça comme ça. Alors, pourquoi je parlais d'institutionnel tout à l'heure, ou de banque centrale ? Parce que justement, il y a une petite information qui est passée un peu inaperçue, c'est la Banque de France qui a vendu, je vais expliquer ce qui s'est passé en fait, qui a vendu 129 tonnes d'or à New York. Alors, c'était de l'or qui était stocké à New York, que la France ne voulait pas faire fondre à New York ou rapatrier à Paris pour le faire fondre en Europe. Donc ils ont préféré le vendre directement à New York. On ignore l'identité des acheteurs, on ne sait pas. Par contre, on connaît les plus-values, en tout cas c'est celles qui ont été déclarées. C'est une opération qui a été effectuée entre 2025 et 2026, donc on a deux chiffres de plus-value. 11 milliards d'euros en 2025 et 1,8 milliard d'euros de plus-value en 2026. Donc ces plus-values vont être comptabilisées par la Banque de France en sachant qu'elle avait perdu 8 milliards en 2024. Donc les comptes vont être enjolivés, on va dire.
Bon, mais par contre, cette plus-value va être absorbée, si j'ose dire, en principe, parce que cette vente a été suivie immédiatement, au dire de la Banque de France, par le rachat de la même quantité d'or en Europe. Alors, est-ce que c'était les mêmes prix ou pas? Je ne sais pas. Ça, ils n'ont pas dit. Est-ce qu'ils ont payé plus cher ou moins cher que ce qu'ils ont vendu? Aucune idée. Mais en tout cas, la plus-value, elle est enregistrée. Donc ça va sauver le bilan du gouverneur de la Banque de France, qui est sortant d'ailleurs. L'avantage, en tout cas c'est ce qui est indiqué par la Banque de France, c'est que l'or qui a été racheté sera stocké à Paris. Alors, le coffre-fort sous la Banque de France s'appelle la souterraine. Si vous êtes intéressé, il y a pas mal de vidéos là-dessus qui expliquent l'historique de la souterraine. C'est intéressant, je trouve que c'est intéressant. Alors, au dire de la Banque de France, voilà ce qu'elle dit concernant ses réserves d'or, parce qu'on se dit mais pourquoi stocker de l'or après tout, à quoi ça sert? Alors, les réserves en or constituent un avoir stratégique, je cite la Banque de France, qui renforce la crédibilité et la solidité financière de la Banque de France, donc, pour mettre en œuvre en toute indépendance la politique monétaire et donc assurer sa mission de stabilité des prix et de stabilité financière. Ces réserves en or contribuent donc à la stabilité économique. Alors le problème de la politique monétaire, c'est que c'est plus la Banque de France qui la détermine, c'est la Banque Centrale Européenne. Alors c'est pour ça qu'on peut se poser des questions pour savoir à quoi ça sert. Mon hypothèse, c'est que ça sert de garantie pour les États ou les opérateurs qui prêtent à la France. On sait que la France a une dette de 3300 milliards d'euros. On ne sait pas qui détient la dette. La Banque de France refuse de le dire. Mais il est tout à fait possible que ces réserves en or soient une garantie contractuelle pour les prêteurs. En tout cas pour une partie des prêteurs. Cela dit, si on estime que 50% de la dette est entre les mains d'étrangers et que les réserves d'or sont évaluées à peu près à 300 milliards d'euros, c'est une goutte d'eau. Mais bon, peut-être que c'est une garantie qui est donnée à quelques prêteurs et pas à tous les prêteurs. Bon, ça, peut-être qu'on le saura un jour. C'est une hypothèse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, faites tourner et à bientôt.